Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et anti-rouille métropolitain, recommandé par CAA Québec. Alors Antoine, aujourd'hui, on a le Ford F-150 Lightning à motorisation électrique. Mais je pense qu'il convient en premier lieu de parler d'électrification et de Ford, parce que c'était des débuts un peu timides avec la Ford Focus électrique. Ouais. Une autonomie qui n'était pas très, très convaincante, n'est-ce pas? Non, c'était pas une voiture électrique très impressionnante. N'empêche, Ford a été le premier constructeur nord-américain à débarquer avec une voiture 100 électrique. À cette même époque-là, Chevrolet vendait la Volt et Chrysler n'avait absolument rien. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Alors, mais Ford avait fait des efforts. Là, on avait développé plusieurs véhicules hybrides rechargeables. Tu te souviens de la C-Max, de la Fusion Énergie. Ce sont des produits qui ont connu beaucoup de succès. Et un peu plus récemment, on est arrivé avec la Ford Mustang Mach-E qui connaît beaucoup de succès. Bon, évidemment, la fiabilité n'est pas au rendez-vous. On a eu beaucoup de problèmes avec ce véhicule-là. Et d'ailleurs, il n'y a aucun autre véhicule Ford ou Lincoln qui partage la plateforme et les motorisations de la Mach-E. Ça explique peut-être la chose, là. Est-ce qu'on va l'exploiter dans le futur en améliorant la qualité? J'ose espérer que oui. Mais dans le cas du F-150 Lightning, c'est un véhicule qui est en quelque sorte symbolique parce que, comme je le dis souvent, le créneau des camionnettes pleine grandeur, c'est celui de Ford. Donc, dans la logique des choses, d'y arriver avec un produit électrique pour ce créneau-là. Et force est d'admettre que c'est un véhicule qui est assez convaincant. Bien, effectivement. Et Ford a toujours été leader avec le F-150. On a été les premiers à arriver avec un moteur diesel dans une série 1500. On a été les premiers à offrir de l'hybridation, à offrir des 6 cylindres turbocompressés. Chaque petit élément, bien, c'est la compétition qui les copie chez Ford. Et le fait qu'on débarque en premier avec une motorisation 100 électrique, ça veut dire quelque chose. Bon, évidemment, sur le marché américain, il y a GMC qui est arrivé avec le Hummer quelques mois avant qu'on commercialise le F-150 Lightning. Mais bon, le Hummer, c'est symbolique, c'est un véhicule qui est ostentatoire et c'est certainement pas aussi logique comme produit qu'un F-150 qui s'adresse à une clientèle beaucoup plus large. Et ce qui est drôle, c'est que Chevrolet et GMC sont eux aussi sur le point d'arriver avec des camions 100 électriques, Sierra, Silverado. Ouais. Ça, on le sait déjà. Il y aura un Ram qui va arriver aussi quelque part en 2025, 100 électrique. Comme quoi, Ford a eu raison de lancer ça. Maintenant, est-ce qu'on va conserver la position de leader dans l'électrique ou est-ce qu'on va se faire dépasser? Ça, dans les prochaines années, c'est là qu'on va le découvrir. J'aurais eu la chance de conduire le F-150 Lightning dans différentes conditions, allège, chargé, autant dans le sud des États-Unis lors du lancement qu'ici au Québec sur nos routes. J'ai pu conduire les différentes versions aussi avec la petite, la grosse batterie. Mais aujourd'hui, on fait un test ultime, c'est-à-dire que Ford annonce une capacité de remorquage de 10 000 livres pour le véhicule qu'on a ici. On a arrimé 6 600 livres derrière le véhicule. Et là, bien, on veut voir quel sera l'impact sur l'autonomie du véhicule, quelle sera la consommation énergétique en kilowattheure. Et bien, on va pouvoir extrapoler à savoir qu'est-ce que ça donnera durant l'hiver pour voir si ce véhicule-là est non seulement capable de remorquer adéquatement, mais aussi est capable de remorquer sur une distance dite raisonnable. Après un peu plus de 70 km de parcouru, je peux vous dire que le Lightning est capable de remorquer avec une aisance supérieure aux autres Ford F-150 parce qu'on a un couple instantané qui est très impressionnant parce qu'évidemment, les moteurs électriques font un travail exceptionnel. On a l'impression que le véhicule est plus maniable et même si j'ai 6 600 livres d'accroché à l'arrière, je n'ai pratiquement pas l'impression de remorquer. Il y a aussi cet avantage d'avoir une suspension indépendante à l'arrière, ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité, sauf qu'évidemment, pour la charge dans la caisse, là, ça devient peut-être un peu moins efficace. Alors, je dois aussi vous dire que
Si ce camion-ci se comporte merveilleusement bien, c'est parce qu'on est chaussé de pneus et de roues de 20 pouces. Optez pour un modèle Platinum avec jantes de 22 pouces. Le confort n'est pas du tout le même et vous affectez l'autonomie du camion. Du reste, l'aménagement est essentiellement le même qu'un F-150 régulier, à quelques détails près, bien sûr, parce que l'instrumentation diffère en raison du type de mécanique qu'on a. Mais autrement, c'est un camion qui ne nous déroute pas du tout. C'est un véhicule extrêmement confortable, extrêmement bien balancé. Bien sûr, la suspension indépendante arrière fait un travail magnifique. De gros leviers de suspension, tout aluminium à l'arrière, ça fait un travail exceptionnel. Et je dois dire que la géométrie de suspension de ce véhicule-là a été finement étudiée, non seulement pour qu'on puisse obtenir un comportement routier intéressant, une tenue de route qui est supérieure à ce qu'on va avoir avec un F-150 traditionnel, mais c'est très, très bien adapté au véhicule qu'on conduit pour composer aussi avec la répartition de poids de ce camion-là, qui est complètement différente de celle d'un F-150 traditionnel. Alors, 100 km de parcouru jusqu'à maintenant à une vitesse d'autour de 55-60 km/h. On a fait de l'autoroute, de la route secondaire, de la ville jusqu'à maintenant. L'autonomie baisse 2 fois plus vite que prévu, littéralement. Moyenne de consommation jusqu'à maintenant de 56 kWh par 100 km. Jusqu'à date, je suis vraiment pas impressionné. Il faut considérer ceci. Le 6600 livres qu'on a à l'arrière, ce n'est pas une roulotte ou une remorque de travail. Alors évidemment, si vous avez une remorque de ce poids, mais qui est beaucoup plus sensible au vent que ce que je remorque présentement, l'impact sur l'autonomie et sur le rendement énergétique sera encore plus grand. Alors, résultat du test de remorquage, 200 km de parcouru, 50 kWh par 100 km au niveau de la consommation énergétique. C'est le double de ce que ça consomme lorsque le véhicule est à l'ège. On m'affiche environ 50 km d'autonomie restante. On la couperait de moitié, en réalité. Donc, 225 km, c'est ce que le véhicule est capable de faire dans le contexte actuel. Et ça se compare en termes de consommation énergétique à l'équivalent d'un véhicule à essence qui, lui, consomme aussi le double lorsqu'on arrime une remorque comme on a là. Évidemment, si vous ajoutez l'hiver dans l'équation et une remorque qui est plus sensible au vent, c'est encore pire. Alors, c'est sûr que l'autonomie, c'est un enjeu et le temps de recharge aussi en passant. Conséquence d'un survoltage raté. Lors d'un survoltage de batterie, débrancher les câbles trop vite peut provoquer un changement de tension et endommager des composants électroniques. Un branchement au mauvais endroit peut griller les ordinateurs. Se raccorder trop près de la borne négative peut entraîner une explosion. Vous le savez, il y a de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. Et comme les voitures à essence, il est important de faire un traitement anti-rouille annuel parce que la voiture électrique est dotée d'une carrosserie qui est tout aussi vulnérable à la corrosion que celle d'une voiture traditionnelle. Par contre, il est important de faire affaire avec des experts du domaine qui sauront comment traiter le véhicule, qui connaissent non seulement le produit, mais la façon de l'appliquer afin que votre véhicule soit bien protégé et que vous puissiez continuer de rouler votre véhicule électrique en toute quiétude. Ce qui est fascinant quand on prend le volant de ce véhicule pour la première fois, c'est de voir jusqu'à quel point c'est silencieux. En fait, jusqu'à 30-50 km/h, on entend un peu le bruit des moteurs électriques. Par la suite, c'est le bruit des pneus qui roulent sur la chaussée et à haute vitesse, évidemment, c'est le bruit de vent. Alors, juste pour vous donner une idée de l'accélération de ce véhicule, une batterie de 131 kWh sur celui-ci, puissance totale 580 chevaux, un couple de 775 livres-pieds. Alors voici ce que ça donne. Un 0-100 en à peu près 4,5 secondes. C'est absolument exceptionnel, surtout quand on tient compte du fait que le véhicule pèse quand même 7000 livres. C'est 3175 kilos. Il faut dire aussi que cette répartition des masses est idéale dans le cas du Ford F-150 Lightning parce que, bon, évidemment, la batterie est dans le plancher du véhicule et se prolonge jusque sous la benne du véhicule. Donc,
Ça nous donne une répartition de poids de 50 sur le train avant, 50 sur le train arrière, ce qui est idéal. Évidemment, ce véhicule-là, il y a tellement de couple qu'il est très facile de faire patiner comme ceci les roues avant en sortie de virage en écrasant l'accélérateur. Et donc, on voit que c'est un véhicule qui va vraiment user ses pneus rapidement, justement à cause de tout le couple qui est disponible, cette accélération qui est instantanée, mais aussi en vertu du fait que le véhicule lui-même est vraiment très lourd. Alors de ce côté-là, ce véhicule-ci affiche 3500 km au compteur et je peux vous dire que déjà les pneus avant sont complètement finis. Restez connectés sur l'actualité automobile grâce au blog Autogo. Chaque semaine, 5 nouveaux articles rédigés par les spécialistes du Guide de l'auto sont mis en ligne pour que vous soyez au fait de tout ce qui se passe dans l'univers automobile québécois. Retrouvez un article en vedette sur la page d'accueil ou visitez directement le blog via l'entête du site Web. Mathieu, je constate que tu as un sourire accroché au visage présentement. Tu l'attendais depuis longtemps, ce camion-là. Je suis pas un gars de pick-up, j'ai pas besoin de pick-up, mais depuis la présentation de ce véhicule-là, il y a une curiosité puis un marketing autour du F-150 Lightning qui me fascine. C'est un véhicule très important dans la transition gaz vers électricité. Ben oui. C'est le véhicule le plus vendu. Et si on arrive à faire la démonstration que ça marche aussi avec un moteur électrique, bien, je trouve que c'est impressionnant. Et pas juste sauvons la planète, roulons électrique, c'est puissant un moteur électrique, oui, des c'est avantages. efficace. Oh, oui. Donc, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Et la grande question, c'est est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est capable de tirer suffisamment? T'en as fait l'expérience? Ouais. Il y a des compromis à faire, c'est sûr. C'est certain que l'autonomie est assez limitée lorsqu'on veut travailler très durement avec le camion. Et Ford est en train d'élaborer aussi sa base de données. Qu'est-ce qu'on remorque, dans quelles conditions? C'est pour ça que vous allez pouvoir enregistrer votre remorque. Vous allez, par exemple, entrer dans le système le type de freinage électrique. La puissance des freins, elle est moyenne, par exemple. Okay. On parle de la longueur. On va parler ensuite de sa largeur. Tous les paramètres. Il y a plein de paramètres à entrer et on va être beaucoup plus précis dans l'évaluation du nombre de kilomètres qu'il nous reste à parcourir avec la charge de la batterie. Et évidemment, c'est une base de données, donc la puissance de tous les utilisateurs vont faire en sorte, vont bonifier la précision de ce qui reste comme autonomie. Et l'autre chose, c'est qu'après ça, peut-être serons-nous capables d'améliorer aussi la motorisation de tout ça. Ben oui, parce que c'est le début des camionnettes électriques. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver prochainement, mais on peut s'attendre à ce que ça s'améliore au fil des années. Ouais. C'est super intéressant. Et c'est pas mal plus qu'un pick-up, Antoine. C'est littéralement une génératrice sur 4 roues. Sors dehors, donne-moi 2 minutes, je me fais une petite beauté, puis je te reviens. Tu vas voir, Antoine, ça a de quoi surprendre. Il y a 4 prises 120 volts à l'intérieur, donc on peut brancher déjà pas mal de matériel. Ah oui? Alors, tu vois que déjà, là, on vibre au son de mon haut-parleur connecté. Je suis en train de recharger aussi de l'équipement, de mes fameux outils. Tu veux-tu un petit café? Avec grand plaisir. Hey, je te le fais simple. Oui, s'il te plaît. T'as mis l'effort. C'est sûr qu'avec autant de possibilités, c'est assez intéressant. Viens-t'en en arrière, c'est vraiment la pièce de résistance. C'est assez phénoménal. Il est très, très bon. Ah ben, je suis pas surpris. Encore une fois, des prises 120 volts, il y en a 4. Ah, d'ailleurs, mon iPad est en train de recharger. OK, t'es organisé, là. Je prenais des mesures. Mets tes gants, tes lunettes, c'est bien important. J'ai des petits travaux à terminer. Oui. Mais c'est parce qu'il y a aussi une prise 240 volts. Donc ça peut être assez intéressant. Je te le dis, c'est une génératrice. C'est littéralement une batterie sur 4 roues. Tu permets que je coupe mon petit morceau de métal? Hey, je te laisse ça. Tu iras le porter à la réception, c'est de ça qu'il y avait besoin. Moi, je devrais avoir assez de jus pour me rendre à la maison. Comment? Faut que je file. Mais on se redonne des nouvelles, Antoine. Ouais, j'avais une couple de kilomètres à aller chercher à partir du truck, là. Tiens, je te laisse ça. Bonne journée, on se reparle. C'était vraiment trippant. Merci pour la découverte.
Faut maintenant parler de recharge, Pierre, parce qu'évidemment, il y a des grosses batteries avec un Lightning. 98 kWh, c'est encore pas pire. Mais 131, c'est de la poule. Sur un branchement de 120 volts, la batterie à 131 kW, dont on parle de 131 heures, ou si t'es mieux, 5 jours. Sur une batterie de 98 kW, on parle de 4 jours sur le 120 volts. Maintenant, moi, à la maison, j'ai une borne de niveau 2, 32 ampères. Pour recharger ça, c'est long, là. Une borne de 32 ampères, ça va prendre environ 20 heures recharger la grosse batterie. Tu as absolument besoin d'une borne de 80 ampères. Celle que Ford utilise. En plein ça. Plusieurs vendent ces bornes-là. Et là, à 80 ampères, on va parler de 8 heures de recharge. C'est que là, tu vas être bon à chaque jour pour faire ta journée et parcourir l'autonomie annoncée, là, 450 pour la grosse batterie, quelque chose comme ça. Bon, c'est bien beau, mais la borne que Ford commercialise, c'est à peu près 2000 $. Et ça, c'est si tu as une installation qui est conséquente pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon, les coûts en électricien, l'estimation, tu peux facilement doubler, voire tripler la facture de la borne, là. En plein ça, un électricien doit évaluer le panneau électrique, l'entrée électrique, et puis oui, est-ce qu'il faut la modifier? Et c'est là que les coûts augmentent. Est-ce qu'il faut modifier? Parce que ça prend un breaker de 100 ampères qu'il faut rajouter sec. Mais oui, il y a plusieurs façons de se brancher. Il y a des coûts reliés à ça. Mais là, à chaque soir, le lendemain matin, le camion, il est prêt. Puis la beauté de la chose avec la borne que Ford propose, c'est qu'on peut inverser la charge. En plein ça, il y a une panne d'électricité. On va pouvoir prendre l'énergie du camion pour alimenter la maison. Donc, espèce de génératrice. Sauf que le lendemain, tu pourras pas repartir. Peut-être ça. Nous voici rendus au segment des mauvaises nouvelles pour le F-150 Lightning, les prix. 69 195 à 123 195 $. Alors évidemment, on a subi une forte hausse des prix avec le F-150 Lightning tout récemment pour l'arrivée du modèle 2023. Une hausse qui varie de 10 à 12 000 $ selon la version et que Ford tente de justifier par le fait que la demande soit beaucoup plus grande que l'offre, ce qui est vrai pour la grande majorité des véhicules sur le marché canadien. Mais en réalité, on veut essentiellement vendre les véhicules à peu près au même prix qu'on va les vendre du côté américain, là où de toute façon, on serait capable de vendre la production tout entière qui est d'environ de 150 000 unités par année. C'est ce que Ford nous annonce. Maintenant, il faut savoir une chose. La camionnette Pro, qui est le modèle de base à 69 195 $ transport préparation inclus, ce n'est pas disponible aux particuliers. Il n'y a que les entreprises qui peuvent se la procurer. Et encore une fois, c'est un véhicule qui est disponible au compte-gouttes. Alors ça, sachez-le. Autre chose, il y a un crédit gouvernemental applicable, mais encore une fois, qu'aux entreprises, un crédit de 10 000 $ qui vient essentiellement amortir l'augmentation de prix du modèle 2022 par rapport à 2023. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous optez pour un modèle très luxueux, comme ce qu'on a derrière nous avec la grosse batterie de 131 kWh, c'est que vient avec ça une taxe de luxe parce que le prix dépasse les 100 000 $. Dans le cas qui nous concerne, c'est 113 015 $. Alors, il y a une taxe de luxe qui vient s'appliquer et ça, c'est vrai autant pour les entreprises que pour le particulier. Donc, le Ford F-150 Lightning, c'est un camion qui coûte très cher. À preuve, le véhicule qui est derrière moi coûte 38 000 $ de plus que son équivalent à essence, doté du moteur de 3,5 litres EcoBoost de 400 chevaux. Alors, vous aurez compris que pour rentabiliser le supplément à débourser pour mettre la main sur un Lightning par rapport à un F-150 à essence, bien, il faut rouler énormément. Alors Antoine, le F-150 Lightning, lorsqu'on regarde le produit, ses capacités, force est d'admettre que c'est un produit qui est assez convaincant. Oui, absolument. C'est un véhicule qui est 100 % réussi sur le plan technique. Mathieu, il est flabbergasté par tout ce qu'on peut retrouver à bord de ce véhicule-là, et je le comprends. Maintenant, le problème, c'est que on a un peu l'impression que Ford se fiche du marché canadien. Exact. On devrait normalement pouvoir hériter de 10 % de la production. On hérite qu'à peine de 2 à 3 % de la production. Alors, c'est ce que je trouve un peu dommage. On a littéralement fait exploser les prix du Lightning en moins de 6 mois. C'est difficilement justifiable, sauf si, évidemment, tu t'appelles Ford et que tu te dis que tu peux faire plus d'argent en vendant tes camions aux États-Unis qu'au Canada. Alors, ce qu'on a fait, c'est carrément arrimer les prix en disant, bien, les Canadiens, s'ils veulent en avoir, ils vont payer plus cher pour, puis on va leur envoyer principalement les versions les plus chères aussi, parce que bonne chance pour
trouver une version Pro, pour trouver une version XLT, il n'y en a à peu près pas. Moi, il y a une chose, par contre, sur le plan technique, si on regarde la masse de ce véhicule-là et on regarde l'usure des pneus, parce que ça, c'est un facteur important. Bon, évidemment, il a été utilisé par plusieurs autres journalistes, puis on l'a conduit sans ménagement, on a fait toutes sortes de choses avec. Mais toujours est-il que quand on regarde les pneus de ce véhicule-là, on voit qu'ils sont complètement finis après 3500 km d'utilisation. Donc ça, c'est un enjeu pour ce camion-là. Il va falloir penser à ça, la fréquence de remplacement des pneumatiques sur ce modèle. Le poids d'un véhicule, quand je dis que c'est un ennemi, on en a la preuve ici. Et j'ose pas imaginer ce que ça sera avec un Hummer qui pèse 2500 livres de plus que ça. Peux-tu t'imaginer? Alors, voilà un enjeu des véhicules électriques. On veut alléger le poids des véhicules électriques pour les rendre plus efficaces. Et je pense que le fait de se procurer une version à petite batterie qui pèse 800 livres de moins, bien ça peut être une belle alternative. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. Amateurs de conduite hors route, soyez des nôtres la semaine prochaine puisqu'on vous présente l'ultime Jeep Wrangler, le Rubicon 392 à moteur V8 MI de 6,4 litres.